avec vous pour vous présenter son projet, Construire le présent. Alors donc c'est l'ancien président de l'AGEC, il est toujours en fonction, mais dans quelques jours il va laisser donc, la présidence. Et donc il va vous proposer, vous présenter, construire le présent. Donc il est candidat de la 3e circonscription au niveau de la Guadeloupe, c'est le 10 et 17 juin. Bonsoir à tous, merci à vous d'avoir répondu présent à cette invitation. C'est tombé un peu au dernier moment, parce que ce n'était pas prévu que je passe à Paris. Au dernier moment, ça s'est calmé, donc j'ai dit que j'allais profiter quand même pour vous rencontrer et expliquer, pour ceux qui nous suivent déjà depuis quelques années, ce travail libre, indépendant, qui permet de pouvoir travailler avec tout le monde, en ayant son idéologie et son colonne vertébrale. En substance, voici les raisons de ce choix d'être sans étiquette aujourd'hui. Depuis la nouvelle élection, je n'ai pas changé de cap. Je n'ai pas soutenu, je n'ai pas rejoint en marche. C'est Gabi qui est là, qui était en marche depuis des mois, parce que je ne suis pas un opportuniste ou bien un dirigoniste. D'ailleurs, ce n'est pas parce que la tendance était bien, on savait, on sentait qu'il allait gagner l'élection. Mais simplement, quand on a fait un choix de conviction et de valeur, j'ai commencé un travail depuis un certain moment avec certains candidats, et bien avant qu'il soit lui-même Emmanuel Macron candidat ou autre. J'ai continué, je vous dis, je suis à gauche, je ne suis pas dans le nini. Donc j'ai fait ce choix, j'ai été séduit essentiellement par le projet qu'a porté Benoît Hamon et celui de Mélenchon. Sur le présent, pour moi, c'est plus qu'un message, c'est une philosophie. Sur le présent, beaucoup de gens me disent, je pense à François Retard qui me l'a écrit, voilà, qui a écrit, mais ça veut dire quoi, comment construire le présent. Maintenant, il faut le penser différemment. Sur le présent, c'est apporter des réponses au quotidien en ayant une vision stratégique. Parce que c'est dans la politique doit répondre à quoi au quotidien je parlerai des Guadeloupéens parce que je suis de Guadeloupe, mais des ultramarins de la population, au quotidien des gens. Comment on l'améliore aujourd'hui? Quand on veut voir des grandes réformes, on va pouvoir se dire qu'est-ce qu'on va faire pour le pouvoir d'achat immédiat. Parce qu'en attendant, quand on pense plus dans 10 ans, 15 ans, on a oublié ceux qui souffrent aujourd'hui. Et c'est un peu les grands chantiers, les grandes choses qui sont oubliées malheureusement par nos politiques, auxquelles on peut pouvoir répondre. Je vais penser notamment à nos jeunes qui, malheureusement chez nous, un tiers d'entre eux a de grandes difficultés de lecture, en lecture, et 20% d'entre eux sont carrément en situation d'illettrisme. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, en 2017, à la rentrée prochaine, quelles sont les mesures qu'on va prendre pour changer ça? Et donc pour moi, l'action du député, notamment quand il vient des Outre-mer, il y a autant de qu'il doit combattre, c'est celle justement de se dire, attention, il existe des dispositifs. Il y a les REP+, pour l'éducation nationale, le réseau d'éducation prioritaire, avec plus, ça veut dire renforcer. Après, ça doit être applicable dans toutes nos académies, et pas dans 10 ans, ou dans 5 ans, ou dans 3 ans. On doit pouvoir, à la rentrée prochaine, avoir plus d'enseignants, plus de moyens. Avant, on ne voulait pas aller dans des établissements REP ou ZEP, ou autre, ça s'appelait ZEP à l'époque, parce qu'on pensait que c'était des quartiers prioritaires, établissements difficiles. Mais maintenant, on a compris que ce sont les moyens en réalité qui sont apportés financièrement et logistiquement et en termes de ressources humaines dans ces établissements. Mais là, c'est une réponse à apporter aujourd'hui. En réalité, on va faire des règles de calcul pour se dire, bon, on va supprimer 64 postes parce qu'il y aura 1300 élèves de moins qui rentreront dans le cycle secondaire à la rentrée 2018. Donc, on propose déjà de supprimer à la rentrée 2017 64 postes pour pouvoir anticiper. Ça ne doit pas être une règle mathématique tant que chez nous on aura de l'illettrisme ou qu'on aura un tiers de notre jeunesse qui ne sait ni lire ni écrire, donc en tout cas qui a de grandes difficultés pour s'exprimer. Donc c'est une action concrète et immédiate qu'on peut apporter. Sur les minima sociaux par exemple, l'INSEE en 2016 a dit que chez nous il y avait 17,5% de vie chère, sous le panier moyen de 300 €. Le coût des prix était de 17,5% plus élevé chez nous que dans l'Hexagone. On a chez nous des fonctionnaires qui gagnent entre 30 et 100% de vie chère, ça dépend d'où ils se situent et sur quel territoire de Trois-Mers ils se situent. En ce cas-là, on a 40% de la population active qui est dans les pays comme Guadeloupe. Je vais faire focus sur la Guadeloupe. 40% de la population active qui est fonctionnaire. Qu'est-ce qu'on fait pour les 60 restants? Qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui vivent du RSA parce que malheureusement il n'y a pas d'emploi pour eux. Je ne pense pas que quelqu'un ait le plaisir de vivre avec 500 € par mois, ça n'a aucun intérêt en survie. Qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui vivent du minimum vieillesse,
qui n'est même pas au niveau du seuil de pauvreté qui est de 950 €, il est aujourd'hui de 790 €. C'est pas normal, on ne peut pas survivre avec. Qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui perçoivent l'allocation adulte handicapé? Ben, là, il y a des mesures à apporter. Si c'est 17,5% de vie chère, eh ben, on va pouvoir se mobiliser et apporter des réponses. Et je me battrai certainement, ça va être difficile. Beaucoup me diront, ouais, mais c'est infinançable, c'est finançable. C'est totalement finançable. On est 20% d'augmentation, en espérant obtenir 10. Et on demande 20 pour obtenir 10. Mais déjà avoir une réelle augmentation immédiate de ces allocations, de ces minima sociaux. C'est non pas pour inciter les gens à rester dedans, mais pour leur permettre de survivre avec. Idem pour le SMIC chez nous. Une des propositions qui est faite, c'est de faire l'État pour tous les 40 000 en Guadeloupe. Je situe, excusez-moi, en Guadeloupe, même s'il n'y a pas de négociation devant le président de l'État ce soir. On a 40 000 personnes qui perçoivent chez nous un salaire sur la base du SMIC. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous au SMIC à tout plein, mais en tout cas qui sont payés sur la base du SMIC. L'État a quasiment pris en charge ou alléger les entreprises des cotisations patronales. Donc, elles payent quasiment rien, voire rien du tout, jusqu'à 2,4 SMIC. C'est 2 200 €, elles ne payent quasiment aucune cotisation patronale. Ce que nous on propose, c'est d'aller plus loin. Sous les cotisations sociales qui sont prises chez nous, c'est-à-dire que le SMIC brut versé par l'entreprise est de 1 480 €. En net, ça fait 1 185 €, je crois, on peut couper à 5 près. Mais il y a 295 € qu'on peut mobiliser autrement. Au lieu de les verser en cotisation sociale, peut-être que l'État pourrait se substituer sur un plan de 5 ans ou de 10 ans à ces cotisations sociales des salariés, c'est-à-dire qu'on ne les supprime pas, on se substitue. Alors, j'ai toujours proposé jusqu'à 295, ça peut aller progressivement, mais en tout cas, il doit y avoir aussi une réelle action sur l'augmentation et non pas faire des mesures temporaires, mais rester à 100 € pour les 1,4 pendant un an, etc. Besoin d'une mesure concrète, regardons sur 5 ans quels sont ses effets. Si les effets ne sont pas positifs, eh bien on réajuste et on réadapte. Voilà comment on doit regarder, et non pas se dire qu'on répond à l'urgence. Regardez ce qui se passe en Guyane, ou que ce qui est passé chez nous en 2009 aussi. On a encore un État qui réagit. On a les gouvernements, enfin, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui réagit aux situations d'outre-mer de manière épidermique, mais qui ne les anticipe pas et qui n'a pas cette vision stratégique. Qui se dit simplement, ah, ça va coûter cher, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ils veulent 3 milliards, on va donner 1 milliard. Quand ils voient que la dette continue, allez, bon, finalement, on donne 2,8 milliards. Est-ce qu'on a réellement changé quelque chose en faisant ça? Pourquoi on n'a pas dit dès le départ, on va mettre un plan quinquennal sur 20 ans, sur 10 ans du moins, sur 5 à 10 ans, un plan quinquennal de 20 milliards. Et là, on regarde quelles sont les priorités dans chacun des départements et territoires d'outre-mer. Et là, on se dit bien que la première année, ben, c'est l'arc principique qu'on va commencer par accompagner. Donc on met 3-4 milliards qui seront investis sur des priorités qui ont été définies. Je vais parler chez nous de l'eau en Guadeloupe par exemple. Ça coûte 1 milliard d'euros, nous on a levé la population. Jamais les collectivités locales n'auront les moyens de résoudre le problème d'eau. 1 milliard d'euros, elles n'ont jamais les moyens, ni la région, ni l'ensemble des communes. On a 20 communes qui sont sous surveillance de la Chambre régionale des comptes. On en a à peine 5-6 qui s'en sortent totalement. Et on en a 8 qui sont carrément en déficit. Alors qu'est-ce qu'on fait pour ça? On demande à l'État de se mobiliser. Mobiliser comment? Avec des fonds directs qui permettront quoi? De relancer la commune. Donc créer de l'emploi, parce que c'est 1 milliard, mais c'est 1 milliard qui peut être investi sur 2-3 ans pour pouvoir revoir le réseau. Avoir un impact environnemental intéressant, puisqu'on pourra penser à des énergies nouvelles. Créer des énergies avec la pression de l'eau. On peut créer de l'électricité avec le réseau d'eau. Refaire nos routes également. Vous voyez, c'est 1 milliard, on peut servir à beaucoup de choses. Et donner de l'emploi pendant au moins 2-3 ans à des gens, à des Européens qui ont besoin de ça. Donc si ça c'est la priorité chez nous, il y en a une autre en Martinique, il y en a une toute autre, mais on l'a définie très clairement dans un plan et on se dit quelle est la stratégie qui va jusqu'au bout avec ce projet. Et ça, c'est le réponse qu'on doit apporter. C'est où je dis, où malheureusement, je ne dis pas que nos élus n'ont rien fait. Hein. Je ne m'entendrai jamais dire ça. Ceux qui étaient là, c'était pas bon, etc. Il faut les virer. Simplement, je pense qu'ils sont arrivés au bout du logiciel. C'est-à-dire que dans tout, quand votre télé elle a 3 ans, ben, elle devient obsolète. Vous la changez.
quand on est là depuis 15 ans, depuis 30 ans, on a des élus qui sont élus depuis 70, les 70 qui sont à l'Assemblée, alors pas à l'Assemblée puisque ça a eu beaucoup d'évolution chez nous, mais qui sont en place toujours, qui ont des mandats de 40 ans où ils sont là, on se dit, mais à un moment, il y a l'obsolescence aussi. Hein. On peut bien se rénover, se former ou autre. On a peut-être plus cette vigueur pour pouvoir imaginer des solutions alternatives, des solutions innovatives. Et c'est à nous, justement, quand je dis je ne fais pas de jeunisme, c'est pas parce que j'ai 26 ans, hein. C'est à nous, pour cette génération, de se dire ben, comment on peut se mobiliser. La politique, c'est pas une affaire, entre guillemets, de vieux ou de grands. C'est notre affaire parce que c'est notre quotidien qu'elle change. C'est notre avenir qui se construit. Moi, je voudrais souhaiter qu'on soit beaucoup plus nombreux à se dire nous sommes candidats, nous sommes présents, nous sommes engagés, et qu'on ne soit pas simplement enfermés soit dans les corps intermédiaires qui sont les corps associatifs, ou en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Vous l'avez vu, je suis président de la JEG, ils viennent, c'est bien, ça va, c'est super l'action du fait, bon, on a besoin, allez, nous débarrassons en subvention, et on a fini. Mais en réalité, on n'a pas écouté quel était le problème. Pourquoi cette association s'est créée? Par exemple, pour la JEG, on va se dire que c'était la priorité, c'était d'accompagner les étudiants. Sous les étudiants, puisque je vais parler tout à l'heure de la continuité territoriale, on a un dispositif qui existe, le DSE, le dossier social étudiant. Aujourd'hui, on est traité comme n'importe quel étudiant qui viendrait faire des études et qui habite à plus de 250 km de son lieu d'études. C'est-à-dire que dans le critère du CROUS, quelqu'un qui gagne 50 000 € de revenus en Outre-mer, avec une famille, avec un foyer fiscal de 50 000 € est équivalent à un foyer fiscal de 50 000 € ici. Et donc du coup, ça ne crée pas cette priorité. J'ai demandé deux choses, qu'on puisse créer un point de charge supplémentaire sur la distance, ajouter 1000 km et plus. C'est déjà intéressant. Alors quand je pense au Pacifique, alors là il faudrait carrément mettre 10 000 km et plus. Et voire un peu plus que ça. Simplement, rajouter déjà ce premier point de charge. Ensuite, rajouter un deuxième point de charge par rapport, deux points de charge supplémentaires du moins, pour pondérer les revenus par rapport à la vie chère dans nos départements et territoires de province. Ça ferait 3 points de charge à créer, qui créerait ne serait-ce qu'un droit à la bourse à taux zéro, enfin un droit à échelon zéro pour les jeunes, mais qui créerait surtout une priorité au logement. Ben, ça fait 5 ans qu'on essaie de dire ça, hein, quasiment tous les élus parlementaires, aucun n'a réellement pris le temps de traiter. Je vais en Guyane la semaine d'après, parce qu'également il y a plusieurs autres jeunes qui sont candidats dans ces autres territoires, des départements, et qui on a cette volonté de se dire qu'on peut faire changer les choses en étant de véritables avocats de nos outre-mer. C'est-à-dire quand le gouvernement veut faire passer un texte qui pour lui est important, quand on sait qu'on a 27 députés, si on arrive à s'entendre, on pourrait faire changer beaucoup de choses. Un projet qu'on construit ensemble. Est-ce que ça veut dire que tu considères que tu as dans le fait de te présenter en Guadeloupe, tu souhaites vous créer un pont entre la Guadeloupe et enfin et nous ici quoi? Largement. Voilà. Ben, c'est lié. Mes plus grands faits d'armes sont inventés ici. Donc c'est pas seulement lié. Vous pouvez mieux témoigner peut-être que certains là-bas. Est-ce que ça veut dire qu'à l'instar de d'autres députés, tu serais prêt à prendre notre avis en compte? Ben, c'est pour ça que je le fais. Simplement, voilà, on est en phase de rédaction du projet. On n'est pas simplement le projet va sortir au moment du lancement de l'annonce officielle. Ça va être le 22 mai, d'accord. Là, on va envoyer également le projet pour la population. Donc il y a cette phase de discussion qui est encore en cours. Vous avez sur le site internet qui a été fait, l'union.fr ou construire-le-présent.fr, ce sont les mêmes liens qui donnent vraiment des informations et qui vraiment détaillent tout. Certains me disaient, tu as été trop loin, tu ne vas pas du tout mettre ton projet en ligne, on va te piquer des idées. Mais non, au contraire, les idées sont là pour être piquées, reprises, parce que je souhaite qu'on y aboutisse en réalité pour le sommet. C'est un projet qui doit être commenté, argumenté, qui doit être participé, qui doit être mobilisé entre nous. Tout ne peut pas être pris. Il y a des idées qui ne sont pas intéressantes à titre individuel, on ne peut pas reprendre parce que ce n'est pas l'action du député. Parce qu'aussi on oublie ça, je n'ai pas parlé malheureusement dans le propos liminaire du rôle réel du député, parce que beaucoup de parlementaires viennent ici, les candidats, et font toutes sortes de promesses et disent tout le son contraire. Ils veulent écouter quoi? Vote, ils proposent des lois, ils contrôlent l'action du gouvernement. Donc si ce n'est pas du domaine législatif, c'est pas possible. Il ne construit pas les bâtiments, mais il peut donner les moyens financiers pour les construire en faisant passer dans le budget de la nation. Voilà, il ne donne pas d'emploi, mais il peut donner des conditions
faut créer les conditions pour donner de l'emploi, créer de l'emploi dans les territoires et dans les départements et sur les sous-îles. Comme par exemple, je vais parler de la banane. Alors, la banane qui crée 10 000 emplois par an. Pas 10 000 emplois, c'est 4 000, pas 4 000 permanents. 10 000 directs et indirects. Voilà, 10 000 directs et indirects. Voici la bonne forme. C'est la bonne forme. 10 000 directs et indirects. Mais c'est aussi parce que derrière, il y a un lobbying qui est fait auprès des parlementaires nationaux, mais aussi des parlementaires européens, pour pouvoir faire en sorte que les quotas soient améliorés, les subventions soient maintenues. Voici le rôle réel d'un parlementaire. Le parlementaire ne va pas vous dire qu'il va. On se trompe très souvent sur sa mission. C'est pas un maire, c'est pas un président de collectivité. Il n'est pas là pour dire qu'il va faire des courses, qu'il va faire. À titre individuel, il peut faire des interventions, mais c'est pas son rôle. Et on se trompe très souvent des casquettes, on mélange toutes les casquettes, il ne crée pas l'emploi, il met les conditions pour créer l'emploi en créant des dispositifs. En fait, est-ce qu'il faut comprendre que tu souhaiterais créer un comité de soutien ici aussi? Totalement. D'accord. Totalement, parce que vous savez que l'enjeu aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'entre nous, même si ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils sont ici, ils votent encore là-bas. C'est-à-dire, très clairement, ils votent en Outre-mer, et forcément, alors, si je gagne les balades, là-bas, me taper sur les doigts, je sais que pour ceux d'entre nous qui sont engagés politiquement ici, je souhaiter qu'ils soient inscrits. Mais s'ils ne sont pas encore inscrits, c'est aussi leur dire de se mobiliser. Parce que si on veut changer les choses, ça passe par le vote. En tant qu'entrepreneur, tu n'as pas parlé de ce que tu pourrais proposer, pour les entrepreneurs, sachant que ce sont des créateurs d'emplois. Sur la Guadeloupe, je pense que tu as une circonscription où il y a une zone économique assez importante. On est d'accord? Qu'est-ce que tu vas proposer pour aider les entreprises, ne serait-ce qu'en termes de charges, de donner de l'oxygène aux entreprises? Bon, moi, je suis sur le système de la zone franche, mais pas la zone franche comme on l'a pensé. Elle doit être fiscale et sociale. C'est-à-dire que donner des conditions aux entreprises aujourd'hui, c'est-à-dire que ça fait, tout le monde a proposé ça. 30 ans, on propose, on va faire ou pas une zone franche. Mais on a tous les candidats au cours des 30 dernières années qui ont fait la même chose. Oui, il faudrait faire une zone franche pour les outre-mer, développement endogène, développement endémique, on a eu tous les noms pour le faire. Mais en réalité, ça n'a pas été fait. Déjà, sur l'emploi, comme je disais, jusqu'à 2,4 SMIC, l'entreprise ne paye pas de charge. C'est-à-dire qu'elle se plaigne beaucoup, mais elle n'en paye pas. Aujourd'hui, notamment avec le dernier quinquennat, il y a eu le CCE, il y a eu le pacte pour l'emploi des jeunes, il y a eu beaucoup de choses, de contrats seniors, il y a eu beaucoup de mesures économiques faites pour l'emploi. Et tu n'as pas des SMIC, hein? T'as des... Attends, je veux dire, 2,4 SMIC, c'est pas le SMIC. C'est 2800 €. Depuis plus de 20 ans, je me bats contre la drépanocytose. Tu connais le système de soins aux Antilles, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, c'est très aléatoire, les hôpitaux sont pratiquement délabrés, il n'y a pas de médicaments, c'est vraiment du n'importe quoi. Je me suis battue pour avoir des machines d'échange transfusionnelles, on a réussi à les avoir 3 ans plus tard, on les a eues, mais je ne prends même pas pour la drépanocytose, je prends du système de santé qui reste vraiment à désirer aux Antilles. Par ailleurs, je vais quand même plaider pour ma propre cause. Si tu es élu député, est-ce que tu courrais le risque, parce qu'aucun député l'a fait, hein? J'ai écrit au 577 il y a quelques années, évidemment c'est 77 il y a ceux qui viennent des Antilles, il n'y a pas eu de réponse. Est-ce que tu pourrais faire un amendement pour signer avec les autres, donc tu pourrais aller les voir, sachant que tu étais dans le combat dès le départ avec nous, parce qu'il ne faut pas oublier d'où on vient, d'accord? Tu pourrais prendre ça pour aller signer l'amendement pour que la drépanocytose sorte en fait de ce ciblage ethnique et qu'elle devienne une grande cause nationale. Est-ce que tu te sens capable, parce que tu es jeune effectivement, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut avoir aussi la capacité de dire je vais prendre ça à bras le corps pour porter. Je parle de drépanocytose et du système de santé, mais il y a autre chose aussi. Moi je pense par rapport à ce que je connais moi. Faire un amendement, peut-être aller voir les autres députés pour pouvoir signer, pour qu'on fait la France sorte je dirais de ses œillères, parce qu'en sachant que la France, et personne ne l'a dit aux Antilles, la France est un pays hors la loi. On n'a pas le droit de cibler une maladie de par ses origines ethniques. Ça tu le sais. Donc ça fait que la France reste un pays hors la loi. Ce que j'appelle très souvent un pays voyou. D'accord? Donc est-ce que, ça c'est une question,
tu es capable, en tant que député, de pouvoir faire ça, dire on fait un amendement et on compte ça pour pouvoir signer, pour qu'enfin on puisse sortir de ceci. Voilà, c'est ma question. Je suis déjà très heureux dans l'attente qui m'a dit qu'aucun de nos députés n'a déjà pris cette démarche. Pour la prendre, c'est un amendement. Ça coûte quoi de déposer un amendement? Ça coûte quoi réellement de déposer un amendement? On sait faire beaucoup de choses pour les ouvriers, on peut le faire largement, mais il faut à condition qu'on soit derrière solide. Tu sais ce que je pense à l'urbanisiteuse. Dans ma famille, il faut l'urbanisité. Aussi, si tu me dis que c'est ça qui est un point de blocage aujourd'hui, on va travailler pour que ça se passe. Il faut qu'on le passe ensemble. Donc oui, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y aura une proposition politique. En Guadeloupe, par exemple, il y aura 4 nouveaux députés, quoi qu'il se passe. En Martinique, il y en aura 2 nouveaux, quoi qu'il se passe. Le troisième, c'est pas sûr. Mais en tout cas, il y en a 2 nouveaux, le sûr. On va se dire aujourd'hui, on peut aller, on peut le porter ensemble, mais il faut qu'on va se dire que tu peux bien de m'alerter sur ce sujet. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas aujourd'hui, donc je ne vais pas te dire oui, je savais, etc. Tu vas juste faire pour mentir. Je ne savais pas, on va l'étudier. Et si tu me dis, on va comprendre quel est le fait, pourquoi ils ne l'ont pas fait. Donc si tu veux, on a une discussion de rire. Ils ne l'ont pas fait parce que pour une chose que tu as dit, parce que pour eux, c'était resté dans le communautarisme. Parce qu'on dit que la drépanocytose, c'est une maladie des Noirs, chose qui est complètement fausse. Hein. Pour ton information, il y a 2 petits blancs qui viennent de naître drépanocytaires. C'est ce que je disais depuis très longtemps. Il va y avoir des blancs qui vont passer dans les bails du filet. On a également le problème sur le chlordécone, où aujourd'hui l'État refuse de faire le contrôle sanguin, des tests sanguins sur tous les nouveau-nés et sur la population pour savoir qui est affecté ou pas. Mais parce que tout le monde est affecté. Parce que tout le monde est affecté et ça coûte très cher. Hamon a été le seul candidat à dire qu'il y a 2,5 milliards dans un fonds pour le chlordécone et le paraquat. Donc il faudra faire la petite démarche à ce moment-là d'avoir un blocus santé, social, c'est-à-dire quels sont les sujets prioritaires. On a le chlordécone, on a la drépanocytose et il faudra regarder quels sont les autres paraquat également pour qu'on puisse avoir un bon contrôle. Alors sur l'obésité, il y a eu la loi sur, mais il y a vraiment, on ne va pas tout mettre d'un coup. C'est sûr, comme je dis, 5 ans de mandat, ça va très vite. Mais en tout cas, déjà trouver les priorités pour qu'on puisse porter et les défendre bien. Parce qu'il ne suffit pas de tout mettre sur la table et de ne rien faire de bien, mais de prendre ça en priorité. La santé, c'est une priorité. Moi, dans ma famille, j'ai des dépanneurs. Il y a des gens qui ont des maladies qui ont des maladies ou des maladies organiques. J'en parle pas plus que ça en général, parce que chacun a ses secrets de famille. Je suis concerné aussi bien par ça, et c'est pour ça que j'y rejoins également. C'est vrai que peut-être que j'aurais été comme d'autres, pas concerné, je ne me serais jamais intéressé à savoir ce qui se passe. Je me suis concerné sur ce sujet, je me sens concerné quand je parle d'accord à l'école, j'ai des planteurs dans ma famille qui ont perdu leur exploitation à Boyal ou à Trois-Rivières également, qui ont perdu leur activité, des marais pêcheurs également. Je dis qu'il y a réellement un sujet et on doit se mobiliser dessus. Mais pour ne pas le faire tout seul, il y a s'il y a un amendement à construire, il faut qu'on ait les moyens. Au lieu peut-être de, quand on parle de réserve parlementaire, de distribuer pour les projets culturels, c'est s'en servir pour payer les cabinets, parce qu'il faut aussi des bons avocats, de bons lobbyistes. J'ai envie de me dire que tu vas arriver avec du nouveau, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui se fait, parce que moi c'est matrice de personnes lobotomisées. Et en même temps, le côté avoir l'impression qu'on est toujours en train de demander des choses, alors que justement, tous les jours on se dit qu'il y a des richesses, tous les jours on est en train de se dire qu'on a de l'intelligence et tout ce qui va avec, on est constamment dans une démarche de se dire qu'il faut demander plus, alors que chaque année on entend détournement de ceci, détournement, donc ça veut dire qu'en vrai c'est pas qu'il manque des choses, c'est qu'à un moment donné on n'utilise pas forcément intelligemment aussi. Donc moi je me dis, vu que justement entre ici et là-bas tu as un équilibre, par rapport à tout ce que j'ai vu, j'ai envie de dire c'est entre guillemets comme d'habitude, mais j'ai pas senti le renouveau. Moi, si tu me connais suffisamment, tu saurais que tous ceux qui sont là, et même ceux qui viennent m'accompagner, je ne suis pas comme les autres. Donc moi, j'ai une oscillation interne, on va mettre tous les moyens pour me corriger. Donc ça, c'est des choses que je veux accompagner sur ma personnalité. On ne va pas réinventer la politique. En tout cas, on aura un obstiné à l'intérieur de la maison, qui n'a pas peur de personne d'ailleurs. Qui n'a pas peur des gens. Donc tout ça, à partir de là, je ne serai pas impressionné parce que l'autre est député. Non, il est comme moi, je n'ai pas peur des gens. Donc ça, c'est ça que je peux te garantir.